On va modérer cette session avec le docteur Rim Bourguiba de Tunis. On est très heureux d'avoir à Paris avec nous, professeur Vincent Audard d'Henri Mondor en néphrologie. Et on va commencer cette session par le professeur Sophie Georgin-Lavial du Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose A de l'hôpital Tenon, qui va nous parler de l'état des lieux épidémiologiques de l'amylose A et du FHU inflamme. Merci Sophie. Merci, bonjour à tous. Je vais vous parler de l'amylose A et je vais commencer, on va faire ça par un jeu de questions-réponses pour que ce soit un petit peu plus vivant. Donc la première question, j'ai choisi, donc vous avez comme quelques secondes pour réfléchir à la réponse. La question sera, est-ce que l'amylose a disparu en 2025 ? Pourquoi j'ai choisi cette question ? C'est parce qu'il y a une dizaine d'années, je me revois, j'étais dans l'amphi, c'était une journée organisée par Arnaud Jacquard à Saint-Louis, dans l'amphi là dont j'ai oublié le nom. Et c'était Gilles Gratteau qui parlait et qui avait posé cette question. Moi, j'étais dans l'assemblée, je me disais, mais pourquoi il pose cette question ? Notre centre de référence s'appelle comme ça. Et donc, je vais vous la poser. Pensez-vous qu'elle a disparu en 2025 ? Donc, préparez-vous, ceux qui votent oui, levez la main. Comme ça, on fait un petit peu d'exercice physique aussi. Personne ne lève la main ? Gilles Gratteau serait déçu. Qui pense qu'elle n'a pas disparu ? Donc, malheureusement, beaucoup de bras se lèvent. Et qui ne sait pas ? Voilà, merci pour votre honnêteté. Donc, malheureusement, non. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour cette raison que nous avons mis beaucoup d'énergie. Ça fait déjà depuis 2023 qu'on a commencé tout ça, mais nous avons suivi toute la procédure pour établir un registre de l'amylose A qui a toutes les autorisations éthiques qu'il faut sur une base de données de type REDCap et qui s'est étendu donc de Paris à l'ensemble des départements donc de la métropole et des DOM-TOM. Et je vais vous les présenter, on va jouer ensemble, si je peux ainsi dire, mais c'est pour essayer de susciter votre intérêt pour cette variété. À votre avis, combien y a-t-il de patients avec une amylose A en France ? Donc je vais vous faire des propositions. Donc 50, levez la main. 100, il y a quand même une bonne dizaine de bras. 200, il y a un peu plus de bras. Près de 500, donc il y a quelques bras aussi. Pourquoi j'ai fait ce quiz-là ? C'est parce que Gilles Gratteau, donc il y a 15 ans, donc en 2015, quand il avait fait son petit topo, nous, dans le centre, on en suivait à peu près 60. Donc, je me suis dit 50, 60, voilà. Et il n'y avait pas la BNDMR, on ne savait pas du tout combien il y en avait en France, et tout le monde disait que c'était une rareté et que ça allait disparaître. Donc, c'est pour ça qu'on a mené cette cohorte, et nous avons gelé la base la semaine dernière pour vous, et cette semaine on a un nouveau cas à Tenon et Vincent me soufflait qu'il en a encore un autre, donc on va devoir rajouter 2 de plus, et donc nous avons, si on inclut ces 2 nouveaux, 450 cas. Donc quand on partait de peut-être 50, ça fait quand même beaucoup. Alors voilà, pour ceux qui s'occupent des TTR wild-type, des amyloses cardiaques, des AL, ça leur paraît rien, mais pour une maladie quand même très rare, c'est quand même beaucoup. Donc, nouveau quiz. À votre avis, est-ce que c'est une maladie bénigne ? Qui vote pour oui ? Qui vote pour non ? Donc, c'est parce que vous êtes tous des experts. Mais, pareil, hein, je fais appel, par exemple, je vais regarder Vincent, le pauvre, je vais le regarder souvent, mais c'était d'accord, il y a genre 10-15 ans, tout le monde disait « Oh, c'est bon, l'amylose A, c'est une variété bénigne, il faut mettre toute l'énergie sur la AL, la TTR ». Donc, beaucoup d'énergie a été mise dessus, mais non. Donc, en tout cas, elle est un petit peu considérée comme une maladie bénigne, soit parce qu'il n'y avait rien à faire, ce qui peut être une façon de voir les choses, mais ce n'est pas une maladie bénigne, malheureusement. Donc, je vais vous montrer quelques chiffres. Donc on va commencer pour montrer la sévérité, on va parler du nombre de patients qui sont dialysés. Donc alors là, Vincent je vais pas donné le chiffre hier, donc on va voir s'il a bon, mais il me le dira dans l'oreille parce qu'il peut pas se manifester devant tout le monde. Donc 5% de patients dialysés. Combien il y a de néphrologues dans la pièce ? Il y a quelques néphrologues, il y en a moins de 10. Donc 10% de patients dialysés. Il y a quand même pas mal de gens qui lèvent la main. 25%, 1 sur 4, beaucoup de patients. Supérieur à 40%, il
Il y a peu de personnes. Malheureusement, je ne m'y attendais pas non plus. 41% de patients dialysés sur les 448 que j'ai analysés hier. C'est vraiment beaucoup. Je laisserai les néphrologues de la pièce nous donner leur point de vue là-dessus. Donc maintenant, on est dans une maladie qui est pas du tout bénigne. Donc on va vous montrer le pourcentage de décès. Donc à votre avis, est-ce que c'est 1%, 5%, 10%, aux alentours de 30%. Donc malheureusement, on est aux alentours de 30%. Donc on a plus de 40% de patients dialysés, on a 30% de décès. Donc c'est une maladie qui est sévère. Ensuite, j'ai une autre petite question pour vous. Est-ce qu'on connaît toutes les causes d'amylose A? Vous savez que cette variété, elle est la conséquence des phénomènes inflammatoires chroniques. Il y a plein de situations qui peuvent donner de l'inflammation chronique. Donc qui pense que oui, on connaît toutes les causes en 2025? Je vous induis avec ma question. Vous dites, elle va nous tordre avec... Donc j'aurais dû mettre le non en premier, le oui en deuxième. Donc malheureusement non. Et donc dans cette cohorte, j'ai refait les calculs hier pour que ce soit exact. On a 20% sur les 448 de causes inconnues, ce qui fait beaucoup. Et on a près de 15% qui n'ont aucune autre cause retrouvée que l'obésité, selon la formule consacrée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est l'obésité qui est en cause ou si c'est autre chose et que les patients ils sont obèses par ailleurs. Donc ça fait beaucoup de situations. Donc au total... j'espère vous avoir convaincu que c'est une maladie qui est sévère, qui reste présente avec des nouveaux cas chaque mois, qu'on ne connaît pas toutes les causes et que de ce fait, on n'a pas du tout de traitement qui puisse être proposé à tout le monde. On a quelques formes particulières où on peut donner un traitement de la cause et pas pour toutes. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail pour améliorer le suivi, l'espérance de vie et la qualité de vie des patients. De ce fait, je vous présente dans les 3 minutes qui me restent un projet pour lequel j'ai obtenu un label l'année dernière conjoint, donc APHP, les universités parisiennes et l'INSERM, pour une fédération, FHU signifie Fédération Hospitalo Universitaire, qui s'intitule Inflamme. Donc je vais vous présenter en 2 diapos. Donc c'est une FHU dont l'objectif est de travailler sur l'inflammation de causes inconnues, pouvant se compliquer d'amylose A ou pas. Donc c'est un projet qui part sur 5 années et l'objectif principal, c'est de faire un diagnostic de précision et de proposer une médecine personnalisée à ces patients, et il y en a. Donc qu'est-ce que ça peut nous apporter pour l'amylose A? Donc il y a plusieurs work packages. Le premier, ce sera de dépister plus de cas. Donc nous, on va travailler pour ça. C'est un projet qui est centré sur les centres de la PHP majoritairement. On va utiliser de l'IA qu'on va mettre dans l'entrepôt de données en santé pour identifier, on espère, plus de cas. Petit 1. Petit 2, nous allons mettre beaucoup d'énergie pour essayer de trouver éventuellement des nouvelles causes génétiques en cas de cause inconnue d'amylose A. Notamment, on utilisera la technique du séquençage qui est le whole genome sequencing d'une part et d'autre part la technique de long read nanopore. Deuxièmement, nous allons développer un modèle murin d'amylose A. C'est un projet pour les prochaines années, en tout cas dans le labo INSERM de Thonon. Et notre objectif majeur sera de trouver des traitements ciblés et d'essayer de faire ce que vous avez fait, vous tous, dans les variétés, notamment à TTR et AL, puisqu'on est très très démunis dans cette variété. Et vous voyez qu'il y a un nombre qui est conséquent de patients. Enfin, et ça, ce sera pour améliorer le suivi des patients. Nous allons développer un outil de télésurveillance dans l'amylose A qui pourra peut-être même être déployé dans d'autres variétés d'amylose. Et on est en train de mettre en place des outils de suivi de l'inflammation au domicile avec des petits appareils où on peut faire, avec une goutte de sang au bout du doigt, le dosage de la CRP pour voir si le patient est inflammatoire ou pas chroniquement. Et ensuite, et ça, ce sera en collaboration étroite avec l'AFCA, puisque l'AFCA fait partie du comité de pilotage de la FHU, communiquer sur l'inflammation chronique et ses complications. Et il y aura, entre autres, des podcasts et des vidéos sur cette variété. Donc, je termine en disant que cette FHU, c'est un label, il n'y a pas de financement propre, et qu'on va partir à la recherche de financements nationaux et européens sur l'atteinte rénale en particulier. Il y a un appel d'offres européen. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation. On attendra peut-être la table ronde pour les questions. Et donc, on va demander à la deuxième oratrice de se présenter et qui va nous parler des leçons de la RCP nationale par le docteur Léa Savet, interniste à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, en effet, je suis interniste à l'hôpital Tenon, au centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose AA, avec le professeur Georgin. Et donc, vous le savez, la filière maladies rares, la filière FAI2R, c'est notre filière pour les maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, systémiques rares, mais, enfin, permet... Les 3 secondes. Pardon, donc excusez-moi. Alors, donc, elle met à disposition de l'ensemble du territoire national la possibilité de présenter ses patients en RCP nationale, et donc la RCP nationale amylose inflammatoire et héréditaire rare. Vous savez que ces RCP ont pour but de permettre à tous les patients atteints de maladies rares de bénéficier de propositions diagnostiques et thérapeutiques dans le cadre de décisions pluridisciplinaires basées sur l'avis d'experts. Donc, quelques données générales sur cette fameuse RCP amylose A héréditaire rare. Donc, elle a commencé en décembre 2018 et j'ai eu les données jusqu'en juin 2025. 138 dossiers qui ont été présentés à cette RCP. Certains dossiers présentés plus d'une fois et même un dossier jusqu'à 6 fois, tellement la patiente était compliquée, vraisemblablement. 9 de ces dossiers étaient des amyloses non AA, donc TTR et AL localisés qu'on a redirigés, puis des amyloses héréditaires rares, lysosime et ALEC2. Et donc, vous voyez l'évolution du nombre de présentations de dossiers par année, avec 2021 qui était au top du top. L'ensemble du territoire est représenté, donc forcément, en tant que centre de référence, c'est nous qui avons présenté le plus de patients à Paris, en particulier à Tenon, mais on a des patients de Belgique, vous voyez, de Nouvelle-Calédonie, etc. L'épidémiologie des patients présentés, donc c'est à peu près 50-50, quasiment autant de femmes que d'hommes. Un âge à la présentation du dossier médian à 54 ans, des patients qui avaient un âge médian de début de leur maladie inflammatoire de 30 ans, et vous voyez, l'âge au diagnostic d'amylose AA, c'est majoritairement autour de la cinquantaine. Donc, potentiellement des maladies héréditaires. Donc, on interroge les prescripteurs de la RCP, ils ont une fiche à remplir sur la possibilité, l'arbre généalogique, les antécédents familiaux, et puis on notait à près de 12% de patients issus d'une union entre apparentés. Et les antécédents familiaux de maladies inflammatoires ou d'insuffisance rénale étaient présents dans 13% des cas. L'origine ethnique des patients présentés, donc une majorité de patients issus du pourtour méditerranéen, du bassin méditerranéen et d'Europe, forcément, quelques cas d'Afrique subsaharienne. Et puis, vous savez, en Nouvelle-Calédonie, ils ont d'assez nombreux patients avec amylose AA, donc, qui présentaient également en RCP. Voilà pour le détail. Alors, le mode de révélation de l'amylose de ces patients, sans surprise, dans 73% des cas, ils avaient une protéinurie ou un syndrome néphrotique au diagnostic. 71% étaient déjà atteints d'une insuffisance rénale chronique, et dont 37% déjà en insuffisance rénale terminale. 62% avaient une altération de leur état général, et dans 8% des cas, eh bien, le diagnostic était fortuit sur des prélèvements biopsiques de sites où on ne s'attendrait pas à trouver de l'amylose A. En ce qui concerne les paramètres d'inflammation, donc pour ce qui est de la CRP, vous voyez que donc ça c'est ce qui est demandé de remplir au moment de la RCP. Plus de la moitié des patients ont des CRP qui fluctuent entre 10 et 50. Certains sont très inflammatoires, entre 50 et 100, voire plus de 100. Mais il y a aussi un certain nombre de patients qui ne sont pas forcément tout le temps inflammatoires. Pour la SAA, c'est une majorité entre 20 et 100, avec une médiane à 27 mg par litre. Et donc on essaye de demander au prescripteur de nous donner un historique des CRP pour prouver que le patient est bien inflammatoire régulièrement. Et la CRP moyenne, c'était 55 mg par litre, médiane à 40. Donc voilà, c'est des patients qui sont quand même très inflammatoires. En ce qui concerne la fonction rénale de ces patients, donc la créatinine médiane était à 128 micromoles
par litre. Et vous voyez que le profil rénal dominant, c'est des patients en insuffisance rénale terminale, donc près de 36% des cas, dont 29% qui étaient déjà en dialyse au moment de la présentation. Et puis, en ce qui concerne la protéinurie, donc ils sont assez souvent protéinuriques, et une albumine médiane à 33 grammes par litre, avec des patients qui sont parfois très, très hypoalbuminémiques, 3 grammes au minimum. En ce qui concerne les données anatomopathologiques, donc, dans 60% des cas, c'est la PBR qui a permis de prouver l'amylose. Dans près de 40% des cas, la BGSA. Après, vous voyez beaucoup de biopsies digestives aussi, de biopsies hépatiques, et puis la fameuse diagnostic sur exérèse de thyroïde, thyroïdectomie, puisque vous savez que le goitre amyloïde, c'est une localisation fréquente dans l'amylose AA. En termes d'exploration cardiaque, donc, on s'était renseigné pour 80 dossiers. Dans 58% des cas, les patients avaient une ETT, 25% l'ETT, l'IRM et 15% l'IRM seul. Et donc, l'imagerie rapportait un aspect évocateur d'amylose cardiaque dans 16% des cas. Donc après, toujours difficile, est-ce que l'amylose AA donne de vraies cardiopathies amyloïdes? Normalement, c'est censé être rare, donc ces données sont discutables. Et j'avais très peu de données sur le BNP, c'était renseigné que dans 18 dossiers. Donc. En ce qui concerne les causes identifiées d'amylose AA de ces patients, eh bien, comme vous l'a dit Sophie, dans un bon nombre de cas, eh bien, la cause de l'inflammation chronique n'est pas déterminée. Donc 51% des cas étaient présentés et la cause de l'amylose AA n'était pas connue. 11% des patients avaient des causes multiples, dont essentiellement des infections à répétition, plus soit un rhumatisme inflammatoire, soit de la goutte, soit une tuberculose, un antécédent de tuberculose compliqué, des DB, suppuration chronique, etc. Dans 11% des cas, des maladies auto-inflammatoires dominées par la fièvre méditerranéenne familiale, qui est la plus fréquente des maladies auto-inflammatoires monogéniques, et puis en plus, on est centre de réponse. Alors la question amylose AA et obésité, donc, qui fait débat, mais néanmoins, 28% des patients de ces dossiers de RCP étaient en situation de surcharge d'obésité et 19,5% avaient une amylose sans cause identifiée, ce qui dit en fait que 38% des patients parmi ceux qui n'avaient pas de cause identifiée étaient en situation d'obésité. Et des obésités avec un BMI médian à 35. Alors, en ce qui concernait les types d'avis sollicités en RCP, donc 69% sollicitaient un avis diagnostique, près de 95% un avis thérapeutique, donc lui, il est quasiment systématiquement demandé. Et donc, voilà, dans les avis diagnostiques, l'analyse protéomique pour confirmer la nature AA des dépôts était préconisée chez 11 patients. En ce qui concernait les propositions thérapeutiques de la RCP, dans 55% des cas, le quorum proposait l'utilisation d'une biothérapie, donc biothérapie anti-inflammatoire, vous vous doutez. Et la stratégie dominante était le blocage de l'IL1 avec l'anakinra en première intention. En deuxième ligne, l'anti-L6, le tocilizumab, dans 25% des cas. Puis après, donc les anti-TNF et d'autres propositions. L'évolution des patients, alors j'ai pu obtenir l'évolution que pour 60 de ces patients. Donc, en ce qui concernait le traitement de ces patients, 19 sur les 60, soit 31%, avaient dû débuter ou changer de biothérapie après la RCP. 12 qui avaient débuté en anti-L1 ou changé leur anti-L1, anakinra pour canakinumab, et 7 qui avaient débuté du tocilizumab ou changé de l'anakinra au tocilizumab. Ces patients sont un peu compliqués. Alors après, en RCP, la proposition d'une analyse génétique par le quorum à visée diagnostique était faite pour 72 cas. Majoritairement des exomes diagnostiques, donc une analyse large sans a priori, puis un panel des gènes des maladies auto-inflammatoires pour 16 cas, le panel à l'époque où il était disponible, donc ça c'était il y a un certain nombre d'années, le panel des gènes des amyloses héréditaires rares, panel des myéloïdes, le Sanger était majoritairement demandé pour écarter une fièvre méditerranéenne familiale, donc l'analyse du gène MEFV, et dans 4 cas, on avait demandé une analyse pangénomique, donc très large, tout le génome.
l'évolution sur les 37 résultats disponibles de ces analyses génétiques. Donc 8 sur 37 ont permis un diagnostic, donc ont été conclusifs avec des diagnostics essentiellement de maladies auto-inflammatoires rares, mais il y avait même une amylose ATTR. Voilà. Alors, vous vous demandez l'évolution en termes de survie, etc. 15 sur les 60 patients étaient décédés, ça faisait 25% dans un délai médian de 11 mois, avec des patients qui avaient un âge médian de 64 ans, donc qui sont jeunes. Voilà. Et 7 sur 62, donc près de 12% avaient évolué vers l'insuffisance rénale terminale. Et 16% avaient bénéficié d'une transplantation rénale dans un délai médian de 24 mois. Voilà. Donc, en conclusion, des dossiers complexes. Ce sont des patients, comme vous voyez, qui sont rares, majoritairement en insuffisance rénale terminale au moment de la présentation, ce qui, là encore, révèle l'intérêt de mieux faire connaître cette complication grave de l'inflammation chronique. Et là, vous notez le nombre de patients qui n'ont pas de diagnostic de maladie inflammatoire, donc ce qui est un vrai défi pour nous en recherche, de travailler sur les amyloses à cause inconnue. Et la vie thérapeutique, là encore, sollicitée en permanence, donc l'intérêt des essais thérapeutiques dans l'amylose. Et voilà, l'intérêt de travaux collaboratifs. Voilà, bravo pour la cohorte amylose AA. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Léa. Donc gardez vos questions pour la table ronde qui clôturera cette session. On passe la parole au docteur Bourguiba, qui est interniste à Tunis. Merci Rim. Merci. Chers assistants et chers modérateurs, avant de commencer, je souhaite vraiment remercier le comité d'organisation du 4e Congrès français de m'avoir associé à ce programme scientifique très intéressant, et également remercier l'Association française contre l'amylose qui a permis de sponsoriser ce projet pédagogique qui est autour de l'amylose AA et qui va qui a pour but d'enseigner en fait les différentes causes d'amylose AA. Donc, comme vous avez vu, donc l'amylose AA, c'est une complication des inflammations chroniques. Les étiologies, comme Léa a montré tout à l'heure, sont vraiment diverses, allant des causes infectieuses, génétiques et inflammatoires, et comme montré Léa tout à l'heure également, qui avait vraiment une concentration de l'amylose AA autour du pourtour méditerranéen. Sauf que je peux vous assurer que moi, je viens de la Tunisie. Actuellement, je suis interniste. J'ai eu une grande opportunité de travailler au sein de l'équipe du professeur Georges Lavial. Donc, j'ai beaucoup appris sur cette maladie, mais cette maladie reste encore sous-diagnostiquée et n'est pas bien connue. Donc, de cela, que ça a émergé le AA Challenge, qui visait à enseigner et communiquer la diversité des étiologies autour de l'amylose AA, et pour réduire finalement l'errance diagnostique. Donc, ce que nous avons fait, c'était un comité, un steering committee qui provenait de pays francophones, qui ciblait les médecins francophones, médecins internistes, rhumato, gastro ou néphrologues. Donc, c'était sur une année, chaque mois, on publiait un cas sur une étiologie de l'amylose AA, et on diffusait le questionnaire via donc le comité de pilotage francophone. Et on faisait également une veille bibliographique sur l'amylose AA à raison de 2 articles par mois. Et donc tout ce challenge était disponible sur le site donc, du CRMA des maladies auto-inflammatoires. Donc il y avait une rubrique sur le AA Challenge. Donc au mois décembre 2023, on avait fait les résultats du premier semestre du AA Challenge. Et comme vous pouvez voir sur les photos, c'était dans le congrès de la SNFMI. Donc nous avons eu une gagnante qui est libanaise, qui travaillait qu'elle est interniste libanaise. Au total, après une année du AA Challenge, nous avons publié 12 quiz cliniques sur l'amylose AA, avec des origines ethniques différentes et des réponses variables. Et à chaque fois, c'était des vignettes pédagogiques. Là, je passe rapidement sur les cas, mais c'est juste pour vous montrer la diversité et vous visualiser en fait la richesse de l'iconographie clinique et également scanographique. Par exemple, pour ce premier patient, c'est un patient qui avait des lésions cutanées avec une fièvre récurrente, une aphthose, adénopathie, diarrhée, et c'était un déficit en mévalonate kinase. Désolée, c'est amputé en bas. Donc le deuxième cas, c'était un patient nord-africain qui avait une tuberculose pulmonaire. Donc il avait une tuberculose pulmonaire avec des surinfections fréquentes. Donc vu qu'il était maghrébin, le séquençage du MEV a été demandé. Donc il y avait un seul variant dans le gène MEV. Donc il y avait
retenu donc des surinfections fréquentes sur donc des bronchiectasies suite à la tuberculose. Le troisième cas, c'était une femme qui est turque. Comme vous pouvez voir, elle avait un pseudo-érysipèle des chevilles et donc elle avait une mutation homozygote M694V, donc pathogène, qui est responsable de la FMF. Le quatrième cas, c'était une femme caucasienne, comme vous pouvez voir sur la radio, donc elle avait la carbide fusionnelle avec les déformations en rapport, donc elle a présenté une amylose A compliquant une PR. Le cinquième cas, donc c'est un patient qui avait donc une insuffisance rénale chronique avec un syndrome néphrotique, donc le bilan étiologique était négatif, à savoir un TAP qui était normal et un PET qui était normal, et donc la PBR a conclu à une amylose donc AA. Donc pour ce patient, on a retenu l'obésité donc comme cause de son amylose. Et la sixième patiente, c'était une femme algérienne consanguine qui était grabataire, qui avait dans ses antécédents une hypothyroïdie, une anémie réfractaire et avec un retard donc saturo-pondéral, et au scan abdominal, comme vous pouvez voir, donc au niveau des reins, il y avait de la néphrocalcinose et avec un tassement vertébral, et donc l'analyse génétique a conclu à une hyperoxalurie primitive. Donc pour le septième cas, donc c'est un patient marocain qui avait des douleurs abdominales diffuses avec altération de l'état général, des œdèmes, donc avec la biopsie PBR qui avait conclu à une amylose AA. Et comme vous pouvez voir donc sur la biopsie ganglionnaire, donc l'aspect en menottes qui évoque donc la maladie de Castleman, qui représente une des causes de l'amylose AA. Le huitième cas, c'était celui d'un monsieur 54 ans, tunisien, donc, qui avait donc des antécédents psychiatriques à type de schizophrénie. Il avait également, donc, il était toxicomane, il vient pour des œdèmes des membres inférieurs. Il avait une histoire d'un rhumatisme inflammatoire chronique qui n'a pas été traité. Et donc, comme vous pouvez voir donc, rien que sur la radio, donc, il avait un aspect évocateur d'une spondylarthrite. Donc finalement, c'est une SPA compliquée d'une amylose AA. Le 9e cas, c'est un monsieur d'origine africaine, de l'Afrique subsaharienne. Il avait plusieurs antécédents. Il avait la goutte, il avait la tuberculose avec une greffe aspergillaire qui a nécessité une lobectomie. Donc au scan TAP, donc, il y avait quelques adénopathies, il y avait des bronchiectasies. Et donc c'était finalement une amylose AA de cause multiple. Et le 4e cas, comme vous pouvez voir, c'est une famille multiplexe avec une transmission donc dominante qui se voit sur l'arbre et surtout la photo clinique très parlante de l'urticaire. Donc c'est un patient donc, qui avait un syndrome de cryopérinopathie associé donc compliqué d'une amylose AA. Donc les deux derniers cas, donc le 11e, c'est un monsieur de 46 ans maghrébin également. Donc il avait une procale qui était très élevée, donc avec la PBR, donc le diagnostic d'amylose AA. Donc et il était suivi donc pour une MICI. Donc finalement, c'est une maladie de Crohn compliquée d'une amylose AA. Et le dernier cas, donc c'est pas toujours une amylose AA. Donc c'était ça le message. Donc comme vous pouvez voir, donc il y avait de la dystrophie ingéale et le patient, ce qui est très intéressant, donc en fait il n'avait pas d'inflammation sur sa biologie et donc finalement donc on avait conclu donc, à une amylose AL. Donc là, je vous montre les résultats du AA Challenge. Donc au total, on a recueilli 2567 réponses, comme vous pouvez voir. Donc, et le Maroc, c'était le premier pays qui a beaucoup participé au challenge. Après, sur le podium, donc, on trouve le Maroc, la France et la Roumanie. Et parmi les spécialités, c'était surtout des internistes, avec 1534 internistes qui a participé donc, au challenge. Et donc après, donc, il y a les néphrologues et puis les rhumatos, et il y avait d'autres spécialités donc, également. Donc là, on a classé les étiologies selon le pourcentage de réussite, si j'ose dire. Donc, comme vous pouvez voir, donc, il y a trois grands groupes. Donc, il y a des pathologies qui ont été bien réussies, donc, comme la maladie de Crohn, la SPA, la PR et la FMF. Donc, tout ça, cela veut dire qu'il y a une certaine maîtrise de ces étiologies. Et après, il y a des étiologies qui sont moins connues, donc, comme donc, une amylose AA qui peut être de cause multiple. Ça, le concept, il n'est pas vraiment très clair dans la tête des médecins. Également, donc, l'obésité, ça émerge comme une nouvelle cause donc, d'amylose AA. Il y a également donc, la maladie de Castleman, le CAPS, les autres syndromes génétiques qui sont plus rares, mais qui peuvent se compliquer d'amylose AA. Et après, le grand piège, donc, c'était le quiz qui était le moins réussi, donc c'était le quiz de l'amylose AL, parce que tout le monde s'attendait à avoir une cause différente donc d'amylose AA, mais finalement c'était l'amylose AL. Donc c'est pour toujours insister
pensez toujours à l'amylose à elle, donc, et vérifiez surtout le typage. Donc, pour la bibliographie, donc, il y avait énormément, donc, on a résumé à peu près 12 ou presque 24 articles en fait, sur l'amylose A. Donc, là, on avait abordé les nouveautés donc, et diagnostiques et étiologiques sur l'amylose A. Donc là, notre papier, en fait, la première gagnante, donc, elle est co-auteure du papier. On l'a soumis dans cette revue. Donc, on croise les doigts pour qu'il soit accepté. Et donc, pour conclure, donc, comme vous pouvez voir, donc, ce quiz, c'est un moyen qui est moderne et ludique de l'enseignement. Donc, nous avons eu quand même une stabilité sur le nombre des participants par mois, montrant donc l'engagement des participants. La vie bibliographique aussi a beaucoup participé dans la formation médicale continue. Et on conclut que ça reste quand même pas mal d'étiologies qui restent encore pas très bien connues par les praticiens. Donc, ce qui nous incite à continuer ce challenge, peut-être pour d'autres maladies qui sont plus rares. Donc, et je profite de cette occasion pour faire un tirage au sort. Et c'est le professeur Rodard donc, qui a la gentillesse d'accepter de faire un tirage au sort. En fait, là, c'est les 10 personnes, les 10 médecins francophones qui ont participé au challenge et qui ont eu toutes les réponses justes. Donc, on va faire le tirage au sort pour découvrir le gagnant. Alors, c'est une gagnante, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a une Francine dans la salle? Sinon en ligne, parce que j'ai tu lis bien la même chose que moi? Francine Catalet. La ligne. Est-ce que Francine est en ligne? Oui. Donc, voilà. Bravo, hein, Francine. On peut applaudir Francine. Félicitations. Je vous remercie. C'est pareil, c'est toujours le timer. Pas d'inquiétude. Merci beaucoup pour cette présentation et bravo pour ce challenge. Et donc, on va passer la parole par une magnifique initiative. Ça manque clairement et donc je suis ravi de voir que ça va se faire. La création d'une base de données nationale sur les amyloses héréditaires par le docteur Marie Robert. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, bonjour, je suis très heureuse de vous présenter encore un peu de temps. C'est un grand projet qu'on a. De vous présenter ce projet qu'on construit avec Sophie, qui vise à créer une base de données nationale sur les amyloses héréditaires, hors amylose ATTR. Alors, les amyloses héréditaires hors CL-ATTR, donc elles sont rares, elles sont causées par la mutation d'un gène et elles entraînent le dépôt d'une protéine amyloïdogène. Elles sont volontiers de transmission autosomique dominante, à pénétrance parfois incomplète, et elles sont responsables d'amylose systémique. Voici les différents types d'amylose héréditaires connus. Je vais les mentionner parce que finalement on en entend assez peu parler. Donc, il y a notamment l'amylose aux fibrinogènes, aux lysosymes, à gelsoline. Il y a différents types d'amylose aussi aux apolipoprotéines, à kappa light chain, à SAA avec une mutation au sein du gène précurseur, à bêta-2 microglobuline et à cystatine. Donc, qu'en est-il de l'épidémiologie de ces amyloses héréditaires rares en France? Et bien, en fait, si on prend le rapport de la BNDMR, on a finalement assez peu de données disponibles, ce qui également illustre le fait que probablement ces amyloses sont peu connues. Notre impression, c'est que bon nombre de ces amyloses sont sous l'étiquette amylose héréditaire avec atteinte rénale primitive. Et globalement, ces amyloses héréditaires hors ATTR représenteraient environ 2% des amyloses en France. Donc, quand suspecter une amylose héréditaire, il y a deux portes d'entrée. Une première qui est la clinique avec une atteinte rénale inexpliquée qui peut prendre plusieurs formes, soit celle plutôt d'un syndrome néphrotique, soit celle d'une insuffisance rénale chronique, d'une hypertension artérielle, tout ceci pouvant bien sûr s'associer, et à la biopsie rénale, une immunofluorescence qui est négative. L'autre porte d'entrée, c'est la génétique avec une histoire familiale et éventuellement déjà une pathologie connue dans la famille. Donc, la présentation clinique, une atteinte rénale prédominante pour ces amyloses héréditaires qui peut être soit plutôt glomérulaire, donc pour toutes les amyloses que j'ai notées sur la gauche, soit plutôt
tubulo-interstitielle en bas en rose, soit plutôt vasculaire. Vous le voyez, ces amyloses, bien qu'elles aient une atteinte rénale prédominante, elles s'associent également à un cortège de symptômes et d'atteintes d'organes assez variés. Ici, ce n'est pas exhaustif, mais si on prend l'amylose au fibrinogène, par exemple, on a souvent une atteinte cardiaque. L'amylose à bêta-2 microglobuline et l'amylose à cystatine, elles sont moins associées en tout cas à une atteinte rénale. Donc voici un arbre diagnostique qu'on propose dans la revue du praticien à paraître, avec pour le diagnostic soit la porte d'entrée du coup plutôt génétique, où on va assez rapidement aux explorations génétiques compte tenu de l'histoire familiale, soit la porte d'entrée plutôt rénale, avec une biopsie rénale qui est réalisée, qui confirme d'abord le diagnostic d'amylose, avec la recherche d'amylose AL ou AA qui est négative, et c'est dans ce contexte que va être suspectée une amylose héréditaire. Donc ensuite, on peut s'intéresser à la localisation prédominante des dépôts amyloïdes, soit ces derniers sont plutôt glomérulaires, et auquel cas il y a un certain nombre d'amyloses qui seront à évoquer, soit plutôt tubulo-interstitielles, soit plutôt vasculaires. Si la spectrométrie de masse est disponible, c'est vrai que c'est toujours intéressant de la réaliser, notamment pour guider ensuite les explorations génétiques. Ici, je vous mets un exemple d'amylose à ApoA1 avec une atteinte glomérulaire. Vous avez l'immunofluorescence et la microscopie électronique. Et ici, deux types d'amylose avec des dépôts qui sont plus volontiers tubulo-interstitiels. Un premier exemple d'amylose à ApoA1, mais avec un autre variant que ce que je viens de vous montrer. Et puis un autre exemple d'amylose à ApoA4. Donc voici un résumé de notre arbre, en tout cas de l'arbre diagnostique que l'on propose. Et ensuite, quel est le pronostic de ces pathologies? C'est finalement assez hétérogène, ça dépend de la pathologie sous-jacente. Ici, je vous présente d'abord un exemple de l'amylose au fibrinogène avec une atteinte glomérulaire pure. Ici, je reprends les données d'un article paru dans Blood en 2010 où 22 patients étaient étudiés. Une protéinurie au diagnostic de 7,2 grammes par 24 heures en médiane, un DFG médian de 32,5 minutes, et une évolution rapide vers l'insuffisance rénale chronique terminale, puisque en médiane, ce délai était de 8 mois. Le pronostic de ce type d'amylose, c'est également l'atteinte cardiaque. En bas à gauche, vous pouvez voir tout d'abord une biopsie endomyocardique et également une atteinte coronarienne et vasculaire diffuse chez ces malades, comme vous pouvez le voir sur la coronarographie au centre. Ce sont des patients également qui sont sujets aux ruptures spléniques avec une histologie sur votre droite. Ces patients, ils sont volontiers transplantés. Alors initialement, c'était plutôt des transplantations rénales qui étaient proposées, et puis maintenant, on a des transplantations combinées rein-foie. Et donc sur la scintigraphie en bas, vous pouvez voir les images d'un patient transplanté rein-foie 1 an après la transplantation en A et 4 ans après la transplantation en B, avec un greffon qui est tout à fait fonctionnel. Et en fait, les auteurs avaient montré par spectrométrie de masse qu'ils ne retrouvaient plus le variant pathogène de la chaîne alpha du fibrinogène. Et puis sur la droite, vous avez la courbe de survie de ces malades. Alors ça ne prenait pas en compte le fait qu'ils étaient transplantés ou non dans un papier en 2009 avec une médiane de survie environ de 11 ans. Si on prend un autre exemple, qui est l'amylose au lysozyme, là encore on a une atteinte glomérulaire, mais finalement une évolution plutôt lente vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Le délai médian, c'était 10 ans. Et une récidive sur greffon qui est possible, qui est progressive. Vous le voyez sur la droite, c'est la survie du greffon avec en pointillé la courbe pour l'amylose au lysozyme et puis l'amylose à ApoA1 versus les traits pleins pour l'amylose A, AL et au fibrinogène. Le décès le plus souvent, malheureusement, quand il arrive pour ces malades-là, c'est en raison de complications hémorragiques. Et enfin, un dernier exemple, pour une amylose responsable d'atteinte tubulo-interstitielle, avec une évolution là encore plutôt lente de la maladie. Ici, c'est l'exemple d'une amylose à ApoA1 avec un variant particulier. Vous voyez d'abord sur la gauche le temps qui s'écoule entre les premières manifestations cliniques et l'insuffisance d'organes, qui est de l'ordre, si on prend la médiane, de l'ordre de 20 ans. Également un peu plus de 20 ans pour le temps à l'insuffisance rénale chronique terminale. Et puis sur la droite, vous avez les mêmes courbes, mais si on prend par rapport à l'âge du malade.
Les traitements, malheureusement, il n'y a pas de traitement spécifique. Dans certains cas, la transplantation rénale elle est nécessaire. Parfois, est associée une transplantation hépatique. Les traitements sont symptomatiques. Donc, l'enjeu de notre base de données qu'on a appelée COAMI-ERAR, c'est d'établir d'abord des données épidémiologiques précises, parce que comme le montre le rapport de la BNDMR, on n'a pas ces données pour l'instant en France. Approfondir la description de ces pathologies, bien sûr, pour en améliorer le diagnostic et pour les faire connaître. Probablement qu'il y a un sous-diagnostic de ces dernières. Améliorer la prise en charge des patients, en recensant aussi les prises en charge déjà proposées à ces derniers. Et puis, identifier les patients éventuellement pour différents travaux de recherche, pourquoi pas essais thérapeutiques, pour en tout cas améliorer leur prise en charge. Donc, voici comment on a prévu de s'organiser. Donc, on a créé une base sur REDCap. Il ne nous manque plus que les accords éthiques pour la lancer. Et puis, on voulait vous la présenter aujourd'hui avant pour avoir aussi votre retour sur cette base. Les critères d'inclusion, donc c'est une amylose héréditaire avec une mutation génétique identifiée chez des patients adultes. Critères de non-inclusion, donc l'amylose ATTR génétique ou sauvage, amylose AL ou amylose AA acquise. On a prévu 5 ans d'inclusion, 10 ans de suivi. Quelles variables on souhaite collecter? Donc des données démographiques, des données anamnéstiques, différents types de données au diagnostic de manière assez exhaustive, et puis ces mêmes données, mais aux dernières nouvelles, avec également s'il y a une aggravation, une mise en dialyse, une transplantation, et puis le décès. Donc, je remercie Sophie pour son dynamisme dans ce projet, et le professeur Andoni Echaniz Laguna qui rejoint cette aventure. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et on va passer à la dernière présentation, toujours en rapport avec les amyloses héréditaires rares, avec qui sera un focus sur l'amylose acylsoline. Bonjour à tous. Enfin, docteur R, pardon. Donc, je m'appelle Cécile Hert, je suis interne en neurologie à Paris. Et justement, je vous présente notre travail sur l'amylose algésoline en France, et notamment sur l'analyse des données cliniques et génotypiques que je réalise sous la direction du professeur Echaniz Laguna au CHU de Bicêtre. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Pour quelques points d'introduction, donc l'amylose algésoline est une amylose héréditaire rare qui a été décrite pour la première fois en 1969 par l'ophtalmologue Jouko Meretoja, qui a décrit donc une amylose héréditaire systémique avec des manifestations cliniques particulières, notamment une dystrophie cornéenne, une atteinte progressive des nerfs crâniens et des modifications cutanées. C'est en 1990 qu'on a mis en évidence pour la première fois la première mutation et les dépôts de fragments de gelsoline. C'est donc une maladie systémique qui touche l'adulte entre la 4e et la 5e décennie. La gelsoline, c'est une protéine qui a un rôle dans l'assemblage et le désassemblage des filaments d'actine. Elle possède 6 domaines homologues et elle a 2 hotspots amyloïdogènes connus, qui sont la portion du deuxième domaine qui interagit avec le calcium et l'interface entre le 4e et le 5e domaine. La Finlande représente le principal foyer endémique d'amylose algésoline et on compte 4 mutations qui sont clairement pathogènes pour cette maladie. La principale, c'est la D214N, qui est la première décrite et la principale retrouvée en Finlande. On retrouve également, sous la forme surtout de case report, des nouvelles mutations qui sont décrites sur les dernières années dans la littérature. Donc, l'amylose algésoline en Finlande, donc le foyer endémique principal, compte environ 650 à 1000 patients. C'est principalement, pour la grande majorité, la mutation D214N. C'est une transmission autosomique dominante avec une pénétrance à 100%. Et la plus grande cohorte qui a été publiée en 2020 de patients avec une amylose algésoline et notamment de patients finlandais représente 261 patients et qui ont des critères cliniques particuliers. On retrouve notamment la triade assez classique de manifestations ophtalmologiques, dermatologiques et neurologiques. Dans les manifestations ophtalmologiques, on retrouve particulièrement une dystrophie cornéenne grillagée chez près de 90% des patients dans cette cohorte, avec un âge médian de survenue de ce symptôme autour de 42 ans.
C'est la plupart du temps le premier signe clinique à apparaître et il précède d'une dizaine d'années environ les autres manifestations cliniques. Il est souvent associé à une baisse d'acuité visuelle également. On retrouve également des manifestations cutanées, avec notamment un cutis laxa, qui est une hyperlaxité cutanée, qui apparaît plutôt une dizaine d'années plus tard, avec un aspect de paupières tombantes, qui, quand il est associé avec une paralysie faciale périphérique, chez un fort pourcentage des patients, donne un faciès qu'on dit en masque assez typique de ces patients-là. On retrouve également d'autres manifestations neurologiques à type de manifestations sensitives, souvent en lien avec une neuropathie périphérique, des myochimies et un syndrome du canal carpien. Et ce qu'on retrouve surtout, c'est que les atteintes rénales et cardiologiques sont clairement au second plan chez ces patients-là. On retrouve entre 10 à 20% des patients qui sont touchés dans cette cohorte. Sur les atteintes cardiaques de l'amylose algézoline, je vais vous présenter surtout les données de cette étude de 2021 qui reprend 51 patients qui sont suivis sur 3 ans et chez qui on a mis en évidence une plus forte prévalence de troubles conductifs comparée à la population générale de même âge. Ils ont ensuite étudié les caractéristiques IRM de ces patients-là. Ils ont retrouvé une corrélation entre les troubles conductifs et le rehaussement de gadolinium tardif, qui était globalement localisé plutôt au niveau du septum interventriculaire et de la paroi inférieure. Dans des études histologiques en post-mortem, on retrouve chez 100% des patients des dépôts amyloïdes algézoline au niveau parenchymateux cardiaque et au niveau des vaisseaux, et une colocalisation de ces dépôts avec de la fibrose. Dans les atteintes rénales, c'est des atteintes qui sont clairement au second plan chez ces patients, mais on retrouve sinon une protéinurie, voire un syndrome néphrotique ou une insuffisance rénale chronique, mais ça reste de l'ordre de la rareté. Et chez les patients homozygotes, qui sont aussi très rares et qu'on retrouve seulement sous la forme de case report, on retrouve des syndromes néphrotiques de bien plus tôt chez les adolescents ou vers la deuxième décennie, et jusqu'à une insuffisance rénale terminale dès 30 ans. Il existe des mutations qui sont particulièrement associées aux atteintes rénales, et dans les études histologiques, on retrouve des dépôts amyloïdes algézoline au niveau des vaisseaux et du parenchyme rénal. Donc avec ces atteintes cardiaques et rénales qui sont clairement au second plan dans les manifestations cliniques, les dernières études retrouvent une espérance de vie qui est globalement comparable chez ces patients à la population générale. Donc maintenant, nos données préliminaires sur notre étude de l'amylose algézoline en France. On a pour le moment une cohorte de 15 patients avec 7 familles au total. Ils ont été identifiés par les laboratoires de génétique et le réseau Filnemus. Et ils sont suivis dans 6 CHU français. On a retrouvé 3 mutations différentes que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Pas de nouvelles mutations identifiées. Leur porte d'entrée dans le processus diagnostique était la plupart du temps via une consultation de neurologie ou d'ophtalmologie. Le premier groupe de patients, c'est ceux qui présentent la mutation D214N. Donc c'est la plupart de nos patients et c'est la mutation qui est la plus fréquente en Finlande. Donc on a 11 patients au total dans ce sous-groupe-là. Et on retrouve clairement la triade clinique avec des atteintes neurologiques qui sont prédominées surtout par une paralysie faciale périphérique, la plupart du temps bilatérale, une dysautonomie, des myochimies et parfois des polyneuropathies axonales. On retrouve également la dystrophie cornéenne grillagée, vous avez une belle illustration ici, et des atteintes dermatologiques. Et on retrouve encore une fois des atteintes rénales et cardiologiques au second plan. Dans le deuxième groupe, on retrouve qui correspond à la mutation G194R. On a 2 patientes suivies pour cela et qui présentent à la fois des signes neurologiques et cutanés avec une polyneuropathie axonale sensitivo-motrice longueur dépendante et un cutis laxa que vous pouvez voir ici, mais surtout une insuffisance rénale chronique chez une des patientes. Ce qui recoupe bien avec ce que je vous ai dit avant et les données de la littérature, c'est que c'est une mutation qui est particulièrement associée à des atteintes rénales. Dans le troisième groupe de patients, avec la mutation A174Y, on a 2 patients suivis pour cette mutation-là et qui ont cette fois-ci une présentation clinique bien plus neurologique,
avec des myochimies, une atteinte faciale et une polyneuropathie axonale sensitivo-motrice, mais surtout un syndrome bulbaire très sévère et qui domine le tableau neurologique. On retrouve également les autres manifestations cliniques classiques avec les manifestations ophtalmologiques, dermatologiques. Pareil, c'est assez soutenu avec ce qu'on retrouve dans la littérature, puisque c'est une mutation qui peut trouver des manifestations cliniques par de la présentation clinique classique, par des atteintes bulbaires progressives ou des troubles de la conduction cardiaque qui sont aussi décrits dans la littérature, mais qu'on n'a pas retrouvés chez nos patients. Donc au total, l'amylose algézoline est nos données préliminaires. Donc l'amylose algézoline, c'est une amylose héréditaire rare de transmission autosomique dominante qui touche l'adulte entre la 4e et 5e décennie. Notre travail représente la première cohorte nationale française avec 15 patients au total et 3 mutations identifiées. On retrouve chez la plupart des patients une triade clinique classique avec des signes ophtalmologiques, dermatologiques et neurologiques, mais c'est à noter qu'il y a une grande variabilité phénotypique en fonction de la mutation identifiée. Je vous remercie pour votre attention et je remercie tous les référents des différents CHU avec lesquels nous travaillons actuellement. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, on va demander donc merci aux 1, 2, 3, 4, 5 oratrices pour ces brillantes présentations. On va vous laisser, galanterie oblige, David et moi allons nous lever et vous laisser vous asseoir. Non, on est des gentlemen ici. Allez, venez vous asseoir, mesdames. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pardon, Thibault. Il y a une question dans le chat. Oui. Alors là, je pense qu'on a besoin de tous les experts. C'est une question pour un cas clinique d'un patient, c'est un collègue cancérologue, d'après ce que je comprends. Une amylose péritonéale AF1, je pense que c'est pour Sophie. Une amylose péritonéale AF1, biopsie faite sous cilios avec des ganglions, 2 nodules péritonéaux. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va répondre par mail ultérieurement, je pense. Il faut présenter la RCP. C'est une amylose AA? Non. C'est une amylose vasculaire normalement. C'est normalement une amylose vasculaire, mais là, c'est pas la présentation parce que c'est nodulaire, donc je ne sais pas. Merci d'avoir posé la question. Voilà. Bon. C'est le problème des amyloses rares, très rares. C'est effectivement à brûle pour point. On peut être. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Arnaud, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer? Pendant ce temps, je peux poser ma question. C'est pour notre collègue neurologue. Les 5 familles avec la mutation ASP214-ASN, est-ce que c'était des origines finlandaises? Est-ce que vous avez retrouvé, est-ce qu'il y avait un ancêtre finlandais ou pas? Oh, c'est parce que je suis très curieuse. En tout cas, c'est des patients qui... En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que c'est des patients qui sont la plupart localisés à Lille. Donc, se pose la question, mais on n'a pas les données. Ils ne sont pas originaires de pays au sud de la Méditerranée. Effectivement, c'est une question qu'on va se poser. Merci. Et Arnaud? Ouais, merci pour tous ces excellents topos. 16% d'amylose cardiaque dans l'amylose AA, c'est un peu beaucoup. C'est tous des patients très, très avancés, dialysés? Oui, comme vous aviez vu, c'était 29% qui étaient déjà en dialyse au moment de la présentation. Donc voilà, c'est des données d'échographie et d'IRM, mais en effet, on n'a pas la preuve que c'est une vraie cardiopathie amyloïde. Et j'avais justement noté une remarque là-dessus, donc c'est bien que tu en parles. C'est qu'on a l'impression avec Léa que quand il y a une atteinte cardiaque, bon, souvent c'est des formes sévères, mais ça pousse les collègues à nous poser la question dans cette RCP pour avoir l'avis de tous. Alors, on a beaucoup de spécialités dans la RCP, mais il n'y a pas de cardiologue. Et juste avant la pause, il y a Sylvia qui est venue me voir en me disant il y a des gens qu'ils viennent adresser par vous parce qu'il y a peut-être une question sur est-ce qu'ils ont une amylose cardiaque. Donc, ça fait donc, je pense qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus et on va peut-être profiter de cette grosse cohorte amylosa pour. Et Thibault voulait qu'il y ait un de nos collègues qui se penche dessus sur bien analyser. Est-ce que c'est une atteinte cardiaque spécifique? Je ne sais pas si notre collègue, c'est Marc-Antoine, je ne sais pas s'il est dans la salle. Si, je l'avais vu au fond, voilà. Désolé, tu n'as pas gagné au tirage au sort. Mais on a tous vu qu'il était là. Hein, ouais. Comme ouais. Zubida. Alors pour répondre, l'amylosa peut donner des amyloses cardiaques. On a fait un papier qui est toujours qui est prêt à être soumis. Mais oui, il y a des vraies amyloses cardiaques qui ressemblent aux amyloses AL ou au TTR. Et il y en a quelques-uns qu'on a biopsiés et ils avaient des dépôts intracardiaques majoritairement vasculaires. Et ce qu'on avait regardé avec Sophie, les causes de décès étaient majoritairement cardiaques et plutôt ischémiques, ce qui peut amener à poser des questions chez des patients dialysés avec...
Ce qui n'est pas complètement surprenant dans la mesure où même dans les atteintes rénales, l'atteinte vasculaire, bon, il y a l'atteinte glomérulaire prédominante, mais c'est vrai que les vaisseaux sont quand même fréquemment touchés. Quand on fait des biopsies rénales, on a des dépôts sur les vaisseaux. Voilà. Et puis il y a quelques signaux aussi, parfois en post-greffe, il y a des morts subites cardiaques. Donc en tout cas, il y a du travail à faire là-dessus. Je pense que c'est le fruit de toutes ces discussions. Il y aura, donc de toute façon, c'est prévu. J'ai une petite question. Et pour avoir, juste pardon. pour compléter, pour avoir vu du coup un certain nombre de patients ces derniers temps, je pense que malheureusement, sans la preuve histologique, on va avoir du mal à trancher parce que c'est souvent des patients qui sont dialysés depuis un certain temps avec des cardiopathies hypertrophiques, du T1 qui est un peu augmenté, enfin, qui sont des choses globalement très spécifiques. Et je pense effectivement qu'il faut qu'on avance là-dessus. Ouais. Ça devient un peu spécialisé, mais la preuve histologique n'est pas un très bon examen dans l'amylose cardiaque. Enfin, dans l'amylose A, on va biopsier tous les tissus, on va avoir des dépôts. C'est pas forcément ce qui explique la symptomatologie. Donc c'est une limite, c'est un peu un cul-de-sac nosologique pour la question qui vous intéresse. Je te laisse la parole. Ouais, non, moi j'avais une petite question par rapport à tout ce qui concerne le séquençage génétique. Je peux finir sur l'amylose cardiaque ? Coup, non, mais peut-être que si on arrive à en identifier beaucoup, peut-être que vous, avec vos yeux, vous verrez une présentation, je sais pas, sur une IRM qui vous fera penser que ça a l'air d'être, je sais pas, une espèce de signature. Peut-être que l'avenir nous le dira si on a une grosse cohorte. Pardon. Moi, ouais, tout à fait d'accord avec toi. Non, juste à propos des RCP. Donc déjà la question, on a une amylose AA typée, on la présente en RCP. Le plus souvent, effectivement, ces problèmes, soit on n'a pas l'étiologie, 30% des amyloses AA, malheureusement, malgré un bilan exhaustif, sont pas typés. Est-ce que vous préconisez de manière systématique une étude génétique dans ces cas-là? Est-ce que c'est exome first? Comment vous voyez les choses? C'est bien parce que c'était forcément la question à poser, à laquelle on n'a pas la réponse. On espérait pouvoir la trouver. En fait, sur les 450, on a eu une analyse génétique chez quand même près de la moitié maintenant. Mais en fait, ça fait que 2-3 ans qu'on fait des analyses génétiques plus fréquemment. Et avec les progrès, au départ, on faisait que des panels. Maintenant, depuis 2 ans, on fait plus des exos. Maintenant, on va avoir un peu d'accès au whole genome. Donc, je n'ai pas encore la réponse, mais il faut qu'ensemble, on fasse l'analyse rétrospective au moins des 2 dernières années pour voir la rentabilité. Et ensuite, qu'on dise est-ce qu'on va faire plutôt l'exome first ou plutôt le génome first. Mais on va s'orienter, ce sera probablement l'un ou l'autre. En tout cas, je pense, personnellement, je pense que l'étude génétique, effectivement, à partir du moment où on a une amylose A et qu'on a fait tout le bilan et on n'arrive pas à trouver la cause, l'étude génétique me paraît indispensable. Tout à fait. Et à propos, donc, j'enchaîne sur les néphropathies héréditaires. Le registre, je trouve c'est une excellente idée. On a tous dans nos consultations, voilà, on a des apolipos. Moi, j'ai des amyloses fibrinogènes, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas du tout recensées en France. Alors là aussi, c'est via l'exome first. Comment on fait en 2025? En gros, c'est un patient qui a une amylose, typiquement, mais vous n'avez pas les dépôts. Parfois, on est piégé parce qu'il y a une petite immunoglobuline monoclonale, mais on ne met pas en évidence de dépôts monotypiques sur la BGSA ou la biopsie d'organes. Et c'est vrai que l'étude, faut penser à une amylose héréditaire, parce que voilà, toute amylose non typée doit faire penser d'une façon générale, à une amylose héréditaire. Et en 2025, comment on fait le diagnostic? Encore une excellente question. Donc, l'idée, c'est de présenter ce projet, puisque ça fait plus d'1 an qu'on a discuté avec l'AFCA et qu'il fallait lancer un travail là-dessus, auquel je m'étais engagée. Voilà. Donc, il y aura, je pense, un conseil scientifique auquel vous serez tous bienvenue. Et je pense qu'il va falloir partir sur une analyse génétique, au minimum l'exome. Mais maintenant, il y a de l'accès au génome en France avec PFMG. Les prix diminuent. Donc, on verra ce qu'on fait. Mais oui, et puis l'accès aussi plus rapide ou plus facile à la spectro. Enfin, en tout cas, les deux, il faut combiner. Mais de toute façon, même la spectro n'empêche pas que derrière, si on met en évidence beaucoup de gelzoline sur une biopsie, il va falloir derrière faire une étude génétique pour confirmer telle ou telle mutation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'en avais une petite. Les amyloses ALECT2, vous les considérez aujourd'hui comme des amyloses héréditaires? C'est comme ça que c'est classé aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours depuis quelques années, c'est un peu controversé. Si tu poses la question, c'est qu'il y a encore de la controverse. Je pense qu'on ne va peut-être pas faire une cohorte à part pour cette variété. Je pense qu'il faudra peut-être la mettre dedans et garder en tête cette subtilité, en effet. C'est comme ApoA4. C'est plus un polymorphisme. C'est vrai, c'est pour ça l'ALEC2, c'est pour ça les puristes disent que ce n'est pas une vraie amylose héréditaire. Mais je pense qu'effectivement, dans le cadre d'un registre en France,
c'est hyper important de pouvoir aussi les recenser parce que certaines études de l'autre côté de l'Atlantique montrent quand même que c'est une forme assez fréquente et on en a quelques-uns, effectivement, chez des patients. Nous, on a eu deux cas à Henri Mondor. Voilà, donc il faut faire le diagnostic et je pense que c'est intéressant de pouvoir les mettre dans cette base de données, même si c'est un petit peu différent, effectivement, des amyloses héréditaires. Je crois que le message, c'est juste d'être vigilant à ce qu'on dit, parce que du coup, par exemple, la POA4 qui n'est pas héréditaire, quand on est contacté par des collègues, ils nous demandent comment on fait le conseil génétique, où je fais l'analyse génétique, et en fait, il n'y a pas d'analyse génétique et c'est pas héréditaire. Donc les conséquences pour les familles et les patients et l'information qui est donnée est peut-être facile. Peut-être qu'il faudra du coup modifier le titre, dire amylose héréditaire, amylose très rare, comprenant l'héréditaire. Peut-être qu'il faudra éditer le titre. Ouais. En tout cas, l'idée de les recenser, c'est hyper important parce qu'effectivement, pour le dépistage, parce que même s'il n'y a pas de traitement spécifique, il y a quand même des mesures de protection d'organes à mettre en place, notamment le rein, voilà, parce que c'est quand même des amyloses qui touchent fréquemment les reins. Donc, pouvoir dépister précocement les patients sans attendre le stade d'insuffisance rénale. Et puis, c'est souvent quand même des amyloses très systémiques qui touchent le rein, mais pas que. Hein. C'est, voilà, quand on regarde les papiers, c'est les organes génitaux, c'est la thyroïde, les surrénales, la rate, etc., le foie. Donc, c'est quand même des amyloses parfois qui posent des problèmes diagnostiques importants. Je peux faire une dernière remarque. Je voudrais remercier Lucie Lostria, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, et faire un clin d'œil à l'AFCA. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu ce type d'image. Elle est magnifique, cette image dessinée. Merci. Surtout je ne pense pas que Lucie connaissait ces maladies, où on montre toutes les variétés. Et un petit clin d'œil à ce qui est marqué en bas, arbre diagnosticaire. Et moi, ça me fait penser à apothicaire. Et du coup, j'espère qu'on va trouver des médicaments dans les maladies héréditaires rares, amyloses héréditaires rares. Voilà. Et je me permets de préciser que Lucie n'est pas une IA, c'est une personne. Non mais... C'est important, tu as raison aussi de préciser. On vous la montrera à la fin, mais c'est une vraie personne. Je sais, je l'ai vue. C'est pour ça que je voulais la remercier. Bon, en tout cas, ouais, super. Merci beaucoup pour cette session.